Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, c'est votre débat chaque soir à 19h30. Je suis très heureux de vous retrouver. Retour bien sûr ce soir sur l'attentat qui a frappé l'Allemagne au cœur. Un djihadiste de Daesh a tué avec un 44 tonnes 12 personnes et blessé 48 autres. Alors que l'enquête piétinait, ce soir on a des informations supplémentaires sur l'identité de cet homme. Ce serait donc un Tunisien d'une vingtaine d'années, Anis Amri, dont les papiers d'identité ont été retrouvés dans le camion. Il est ce soir l'ennemi public numéro 1 en Europe. Angela Merkel, on va en parler bien sûr, est sous pression dans un contexte de pré-campagne électorale bien entendu. Avec cette question, l'Allemagne qui a été épargnée par les attentats va-t-elle renforcer son arsenal sécuritaire? C'est une question importante. La police et les services en charge de la sécurité intérieure vont en tout cas voir leur budget augmenter. C'est 1 milliard d'euros supplémentaires. Mais les Allemands ne voient pas cette question du terrorisme uniquement avec la focale du volet sécuritaire. Ils parlent d'un volet juridique, politique. On en parle ce soir parce qu'au moment où il y a cet attentat, eh bien, un projet de loi a été présenté en Conseil des ministres sur la légitime défense chez les policiers. Cette légitime défense qui va être revue, on va en parler, améliorant leurs conditions de travail au quotidien, puis leur permettant aussi de lutter peut-être plus efficacement contre le terrorisme. On y revient. Et puis évidemment le ministre de l'Intérieur qui veut rassurer les Français, qui a installé un dispositif policier notamment aux frontières. On en parle ce soir avec mes invités. Pascal Popelin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste de Seine-Saint-Denis, vous êtes un soutien de Manuel Valls. Vous étiez le rapporteur ici à l'Assemblée sur l'état d'urgence. On en parlera peut-être de l'état d'urgence. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Frédéric Pechnard, bonsoir. Bonsoir. Alors vous étiez il y a peu encore directeur général des Républicains, vous êtes un proche de Nicolas Sarkozy, ancien directeur de la police nationale et vous êtes vice-président de la région Île-de-France en charge des questions de sécurité. Merci d'être là. Pierre Conessa, bonsoir. Bonsoir. Ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense, spécialiste des questions de sécurité. Vous travaillez beaucoup, vous aviez remis un rapport pour la fondation d'aide aux victimes sur la politique de contre-radicalisation. Là, vous travaillez sur la relation entre le discours des djihadistes et Internet. On en parlera avec vous dans quelques instants. 2 livres importants. Dr Saoud, Mister Djihad, il est sorti chez Robert Laffont. Voilà, on en voit la couverture, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite. Et puis le précédent, c'était le guide du petit djihadiste. Il était sorti chez Fayard en 2016. Nicolas Comte, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général adjoint du syndicat policier SGP EFO. Vous êtes le porte-parole. On vous écoutera évidemment sur ce qui se passe à Berlin et puis évidemment sur ce projet de loi présenté au Conseil des ministres sur cette réforme de la légitime défense, sujet qui vous tient à cœur bien entendu. D'abord, un point et un éclairage sur les suites de cette enquête en Allemagne, à Berlin. Attentat, je le redis, revendiqué par l'État islamique qui a frappé le marché de Noël de Berlin. La police a avancé. Un suspect, je le disais, d'origine tunisienne, recherché. Un homme qui était connu des services de police. Il avait pas moins de 6 identités. Le point sur cette enquête avec Rim Benhammer. On connaît désormais l'identité du suspect de l'attentat de Berlin. Anis Amri, un Tunisien d'une vingtaine d'années, demandeur d'asile et qui faisait déjà l'objet d'une enquête pour soupçon de préparation d'attentat. Hier, les soupçons se portaient sur un demandeur d'asile d'origine pakistanaise, libre finalement. Des profils qui relancent le débat sur l'accueil des migrants en Allemagne, 900 000 en 2015. Angela Merkel est attaquée de toutes parts, elle-même reconnaît une situation complexe. Cette attaque est particulièrement épouvantable quand tant d'Allemands se sont engagés à aider les demandeurs d'asile et aussi quand autant de gens ont vraiment besoin de notre protection et font tout ce qu'ils peuvent pour s'intégrer dans notre pays. L'attentat réveille donc les vieilles divisions autour de la question migratoire. D'un côté, les appels à l'unité, de l'autre, le lien fait entre terrorisme et accueil des migrants. L'extrême droite allemande saisit l'occasion pour faire le procès de la chancelière. Quand l'État allemand va-t-il enfin riposter? Quand va-t-on enfin cesser toute cette hypocrisie? Ce sont les morts de Merkel. Et ce débat touche aujourd'hui toute l'Europe. D'après le Haut Commissariat aux réfugiés, 1 million de migrants sont entrés par la Méditerranée en 2015. La crainte que des terroristes s'infiltrent parmi eux. Ce n'est pas l'attentat de Berlin qui aurait dû remettre en cause la politique relative à ce que vous appelez les migrants. Ce sont tous les attentats qu'on subit depuis très longtemps déjà. Donc on aurait dû installer un contrôle a priori et ne pas laisser entrer tous ces hommes, seuls souvent, ce qui est étrange quand même, parmi lesquels il peut y avoir des terroristes qui sont infiltrés et qui sont là maintenant.
La droite française dénonce aussi cet accueil massif. Les Allemands ont été naïfs, les Européens ont été naïfs, les Français ont été naïfs, on n'a pas fini de le payer. La première chose à faire, c'est reprendre le contrôle de nos frontières, recontrôler effectivement tous ceux qui rentrent, et pas parce qu'on veut faire de l'humanitaire, accepter tout le monde et ensuite pleurer les morts. Réunie aujourd'hui, la Commission européenne a proposé d'améliorer le système d'information Schengen, un système de partage de données entre États. Et la France va renforcer les contrôles à la frontière allemande. On ne sait pas faire. Voilà, le débat se poursuit évidemment pendant les sujets parce que on réagit forcément. Pascal Popelin, d'abord un mot sur ce que font les Allemands. On a entendu la même chose pendant les attentats français, c'est-à-dire que c'était des personnes qui étaient connues des services de police et puis finalement qui avaient commis un attentat. C'est arrivé en France et c'est arrivé en Allemagne. C'est un peu finalement l'histoire qui se répète et qui bégait. Des personnes qui avaient été fichées chez nous, fichées S, en Allemagne en tout cas, qui avaient été suivies parce qu'il bougeait beaucoup, c'est cet homme, et puis finalement qui malgré tout a échappé aux mailles du filet. Oui, il n'y a jamais de protection totale. On a bien sûr à développer le travail de nos services de renseignement, à resserrer les mailles du filet. Mais si on parle de filet, on ne dit pas bouclier. Un filet, même si on en resserre les mailles, c'est pas quelque chose de complètement étanche. Et si on racontait à nos compatriotes qu'on a la capacité de les protéger totalement et de faire le risque zéro, ce que certains laissent entendre en filigrane dans les interventions qu'ils font, en disant si c'était moi, ce serait autrement, c'est juste raconter l'histoire de la vie aux petits-enfants. Frédéric Pechnard, à la fois l'homme politique, mais aussi le policier, qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir aux Français et parce qu'évidemment, ça revient chez nous, et ça fait écho, les Français s'inquiètent. Le risque zéro n'existe pas. Non. On a beau ficher quelqu'un, le suivre, l'avoir identifié, il est quand même passé à l'acte. Alors, d'abord, il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué à comprendre et à admettre pour nos concitoyens, c'est que c'est finalement une bonne nouvelle qu'on les connaisse et qu'on les ait fichés. Évidemment, le Français, il ne peut pas comprendre que, alors que les services de renseignement connaissent quelqu'un et qu'ils l'ont fiché, ils puissent être capables de passer à l'acte. La vérité, c'est qu'il est très difficile de suivre tout le monde tout le temps, mais en tout cas en France, à la quasi-totalité des terroristes qui sont intervenus sur le territoire national depuis janvier 2015, c'était des gens qui étaient connus. Ce qui fait que on sait qu'il y a à peu près un peu plus de 10 000 fichiers S radicalisés djihadistes, si vous voulez. Donc potentiellement terroristes, pas tous bien sûr, mais les fichiers S ne sont pas que des radicalisés, il y a aussi d'autres... Il y a des espions, absolument. Il y a tout un tas de personnes là-dedans, il y a 20 000 fichiers S, il y a 10 000 radicalisés, et on sait que la menace principale vient de ces 10 000 personnes. Donc probablement, il faudrait faire quelque chose pour les cibler, les contrôler un petit peu mieux. Alors qu'aujourd'hui, le choix qui est fait, c'est plutôt de protéger l'ensemble des cibles. Or, Daesh a deux particularités quand vous regardez. La première particularité, c'est qu'ils n'ont pas de mode opératoire fixe, ce qui fait que ça rend évidemment le travail très difficile. Et la seconde, c'est qu'il n'y a pas de cible. C'est-à-dire qu'ils ont attaqué des journalistes, des juifs, des catholiques, des policiers, ce qui fait que tout le monde peut se sentir... Et potentiellement une victime. Potentiellement une victime, et tous les endroits. Ce qui fait que il est complètement illusoire de pouvoir penser qu'on va réussir à mettre des policiers, des militaires, des gendarmes partout pour protéger. Je crois qu'il faut basculer et il faut plutôt travailler dans le domaine du renseignement, en amont, sur les gens qui sont susceptibles de passer à l'acte. Vous savez, la lutte contre le terrorisme, c'est 95% du travail du renseignement. Parce que par définition... Internet, téléphone... Après, les services d'intervention... on fait preuve de leur efficacité et de leur courage. Les services de police judiciaire sont très efficaces, mais malheureusement, c'est après l'attentat. La seule façon d'empêcher un attentat, c'est que les services de renseignement interviennent préalablement. On a eu d'ailleurs des exemples au cours de ce dernier trimestre, puisque les services de la DGSI, donc le service de renseignement du ministère de l'Intérieur, de la police française, a permis d'interpeller préventivement plusieurs équipes, et notamment une équipe en décembre, qui selon toute vraisemblance devait, ou pouvait en tout cas, attaquer peut-être le marché de Noël. 17 attentats déjoués, c'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Pierre Conessa, sur le mode opératoire, c'est vrai qu'on est sur un camion bélier, puisque ça s'est passé à Nice de la même manière, avec une pièce d'identité qu'on retrouve dans le camion et qui vont permettre aux enquêteurs de s'apercevoir que ce n'est pas le Pakistanais arrêté dans ce foyer de réfugiés, mais
une autre personne. Il y a des éléments communs en France. Les frères Kouachi avaient aussi laissé une pièce d'identité dans la Clio. Comment vous regardez ces éléments comme ça qui sont à la fois liés et disjoints? D'abord sur le mode opératoire et sur la cible. Ce qui caractérise le terrorisme de Daesh, et on le voit dans leur propagande, c'est qu'ils considèrent que tout citoyen ayant élu un gouvernement qui va participer à l'opération militaire en Syrie est coupable. Donc, il faut viser non pas un terrorisme contre les élites, comme se faisait par exemple Bader Meinhof, mais au contraire un terrorisme qui va cibler des emplacements dans lesquels vous aurez le maximum de gens, etc. Et ensuite, évidemment, le caractère imprévisible de la manière dont on va pousser quelqu'un à agir. On a eu un cas en Allemagne d'un type qui rentrait qu'une hache dans un train. C'est aussi difficile à prévoir. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, dans cet attentat, il y a plusieurs questions qui se posent. Ça paraît être le scénario d'une espèce d'attentat d'opportunité. Ils volent le camion qui a raté son arrivée devant l'usine où il devait décharger, qui donc passe la nuit sur place. Et en fait, ils vont prendre ce camion qui, normalement, n'aurait pas dû être là. En emmenant le chauffeur avec lui. En enlevant le chauffeur et en le tuant, etc. Et puis après, il reste effectivement que le type n'est pas resté sur place, il n'a pas cherché à mourir. Donc on est plutôt dans le scénario Abdeslam, si vous voulez, où il se dit qu'après tout... Et dernière remarque, si on ne le retrouve pas, c'est qu'il a des caches. Donc le type n'était pas seul. Donc on revient toujours sur l'idée qu'il n'y a jamais de loup solitaire. Jamais. Il y a toujours une cellule sur place. Notre problème à nous, c'est les cellules salafistes qui sont implantées dans tout l'espace francophone. Sur lequel vous avez travaillé d'ailleurs en indiquant leur infiltration dans certaines mosquées françaises. Pas seulement, il y a une visibilité très forte. Rappelez-vous des gars comme Sharia for Belgium, rappelez-vous Forza Analysa, ils avaient leur site internet, etc. Pignon sur rue. On ne les a pas poursuivis parce qu'on était coincés dans une espèce de politiquement correct. Mais vous savez, quand vous avez une idéologie qui, comme l'a défini un théologien musulman, une idéologie qui est raciste, sexiste, antisémite, misogyne et sectaire, quelques arguments quand même en général le terrain, parce que sinon il faudrait considérer Hitler comme un nazi quiétiste, si vous voulez, avant 1934. Là, ils annoncent la couleur, et ces gens-là, on les a pas persécutés, on les a pas poursuivis, et on les a pas expulsés quand il fallait le faire. Donc on a manqué de fermeté. On a manqué de fermeté. Oui, je suis d'accord, mais justement, vous voyez... Y compris, on s'est donné par la loi les moyens de faire ce qu'avant les outils du droit ne nous permettaient pas de faire. Mais rappelez-vous les buts de Chaumont, rappelez-vous Verviers, rappelez-vous Molenbeek, ce sont des cellules qui sont anciennes et qui ont participé. La bande des buts de Chaumont qui datait, incarcérée, arrêtée, puis relâchée. Et qui sont toujours des groupes. On a décapité, si vous voulez, mais il reste le vivier. Nicolas Comte, SGPFO, policier, comment vous regardez l'enquête? Alors évidemment, il n'est pas question de faire du benchmarking et de comparer ce qu'a fait la police française et ce que fait ce soir la police allemande, mais on a le sentiment ici de France que c'est plus compliqué, que c'est plus lent, que c'est plus aléatoire. Il y a eu ce jeune Pakistanais entendu, puis relâché. Enfin, comment vous regardez le travail qui est mené? On a le sentiment qu'on ne travaille pas de la même manière. Non, certainement. Moi, je connais mal la police allemande, mais moi, je suis toujours un peu prudent parce que je sais aussi par expérience que quand il y a eu des attentats en France, il y a toujours un moment donné où on s'emballe, où on a envie de critiquer le travail de la police. Moi, évidemment, peut-être par corporatisme un petit peu, ça a tendance à m'énerver, mais aussi parce que je connais la réalité du travail des policiers, que par exemple, sur le mauvais suspect au départ, ça peut prêter à sourire, peut-être, je mets des guillemets à sourire, mais toujours est-il qu'il y avait des renseignements qui ont permis l'arrestation de cet homme. Je ne sais pas. Quelqu'un lui a couru après, en fait. Oui, donc voilà. Il était logique qu'on l'interpelle et il n'allait pas être relâché tout de suite. Je ne sais pas à partir de quel moment les papiers d'identité ont été retrouvés dans le camion. Oui, donc je pense qu'il faut être assez méfiant par rapport à ça. Ce qui semble apparaître quand même, c'est qu'effectivement, la police allemande, je mets des conditionnels, n'a peut-être pas la même habitude que la police française de travailler là-dessus. Parce qu'effectivement, il y a eu du terrorisme il y a fort longtemps d'extrême gauche. Mais c'est vrai que l'Allemagne était particulièrement protégée. Différent. Est-ce que les services allemands ont autant travaillé depuis aussi longtemps que les services français, même si les services français, à un moment donné, ont eu du mal aussi à démarrer du côté des intégristes? Donc est-ce que les services allemands y travaillent depuis longtemps? Je ne sais pas. Je pense que de toute façon ils vont devoir se mettre à niveau assez vite et que la coopération va devoir bien marcher parce qu'à un moment donné, et c'est le travail de policier pour ça, c'est pareil dans tous les pays, on est rattrapé par la réalité et le policier il est en permanence les mains dans le cambouis et il est obligé de faire. Il n'a pas le temps, il n'a pas le choix de faire autrement. Justement, les politiques c'est intéressant. La philosophie des Allemands, en tout cas c'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on peut. Ils disaient on était protégés finalement parce qu'on n'est pas engagés nous en Irak, on n'est pas en première ligne, on n'est pas dans le combat, on bombarde pas. Et il y avait ce sentiment qu'ils étaient protégés. Plus maintenant.
Non, mais cette cible a été touchée et pourtant l'Allemagne n'est pas un pays qui combat en première ligne. Elle est au Mali, elle est en Afghanistan, mais elle n'est pas en Irak. C'est la 6e tentative d'attentat voilà, dans l'année quand même. Mais c'est l'attentat majeur qui frappe l'Allemagne. Avec Thomas de Maizière de ces questions, qui est venu plusieurs fois en France, et y compris les parlementaires ont vu les 2 ministres de l'Intérieur, qui étaient à l'époque Bernard Cazeneuve et lui. J'ai pas eu le sentiment qu'on était face à un irresponsable qui savait pas ce qui risquait de lui arriver. Non, je parlais sur le plan philosophique, sur le plan de la façon dont on aborde les questions de sécurité. Non, mais je crois que, franchement, il y a une différence sur les éléments de droit, parfois. Et en particulier parce que la philosophie anglo-saxonne n'est pas la tradition française juridique. Donc, ils ont des moyens d'action, ils ont des modes de fonctionnement, pas seulement sur les questions de lutte contre le terrorisme. Moi, j'ai travaillé sur le maintien de l'ordre, ils font pas pareil que nous. Mais c'est pas pour autant que c'est moins efficace ou... Bon, voilà. Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est la coopération. Parce que dans les exemples... Qu'évoquait Nicolas Comte. Voilà, mais ce que citait Frédéric Pechnard tout à l'heure, à savoir que tous les gars qui ont fait des opérations étaient fichés S, mais pour un certain nombre d'entre eux, je pense à ceux du 13 novembre, Bataclan et les terrasses, ils avaient quitté la France depuis un moment, ils étaient donc des fiches S dormantes, et ils sont revenus. Et ce sont des actions qui ont été préparées depuis l'extérieur du territoire. Donc la coopération dans ces conditions-là, elle est essentielle. Frédéric Pechnard, le mot migrant, excusez-moi, parce qu'on parle beaucoup dans les sujets des migrants, le débat politique est sur les épaules d'Angela Merkel, il est arrivé en France dès hier dans l'hémicycle, donc ressortissant tunisien, pour être précis, cet homme, l'Allemagne avait souhaité l'expulser, la Tunisie ne pouvait pas l'accueillir, le recevoir, parce que ses papiers n'étaient pas en règle, il avait plusieurs identités, bref, cet homme est resté dans une sorte de zone grise. Est-ce qu'on doit faire ce soir le procès des migrants, la question des réfugiés, de l'accueil de ces migrants? Est-ce que vous faites partie de ceux qui, dans l'hémicycle, comme Thierry Mariani et d'autres, ont dit, mais attendez, c'est la responsabilité des gouvernants qui ont accueilli en masse ces migrants? Un mot, si vous voulez bien, pour rebondir sur ce que vous venez de dire et qui était tout à fait important. Du temps où j'étais directeur général de la police nationale, il y a eu quantité d'affaires qui ont été préventivement arrêtées par les services de renseignement qui s'appelait à l'époque la Direction centrale de renseignement intérieur. La moitié de ces affaires provenaient de renseignements des services amis. Voilà, amis au sens large du terme. Européens, américains, mais également syriens, tunisiens, marocains. Donc, on voit bien qu'il est extrêmement important de conserver cette espèce de coalition internationale contre le djihadisme, et bien sûr en Europe. Alors en Europe, il y a le club de Berne, c'est tous les 2 fois par an, tous les responsables des services de renseignement européens se réunissent, et là, je crois qu'on a quand même encore une marge de progression. Mais les Allemands dont je parlais, puisque vous connaissez cette coopération, est-ce qu'ils ont un rapport différent, une philosophie différente, plus politique, plus juridique, moins sécuritaire? La philosophie est différente d'un État à un autre, toujours, parce que c'est l'histoire du pays et également l'organisation administrative du pays. Vous pouvez parler au directeur général de la police espagnole. Quand vous êtes directeur général de la police française, c'est votre exact interlocuteur. Par contre, en Allemagne, vous n'avez pas ça. Oui, puisque les polices des Landes sont finalement plus puissantes que la police fédérale. En Angleterre, vous n'avez pas ça, parce que vous avez 43 forces de police complètement indépendantes les unes des autres. Donc il faut à chaque fois faire en sorte de pouvoir s'adapter et d'essayer de comprendre l'autre. Donc il y a une guerre des polices entre les Länder et la fédérale? Non, je sais pas. La police fédérale allemande est finalement quelque chose de relativement squelettique. Non, mais en France, il y avait une guerre de services entre la DGSI, il y a eu des rapports parlementaires qui l'évoquaient. Tout se passe bien en Allemagne, enfin, il n'y a pas de souci. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il est difficile de comparer d'un pays à l'autre, et il est surtout difficile, en dehors des services de renseignement qui sont à peu près équivalents partout, de comparer les structures policières et d'arriver à bien travailler et savoir exactement avec quelle structure policière il faut travailler. Par exemple, si on va sur les États-Unis ont une association qui s'appelle l'Association internationale des chefs de police, qui se réunissent une fois par an, à laquelle j'étais convié. Eh bien, vous avez 17 000 forces de police indépendantes aux États-Unis et 80 agences fédérales. Vous avez donc des gens qui ne dépendent de personne, les shérifs, parce qu'ils sont élus, donc ce sont des élus. Vous avez les chefs de police qui dépendent du maire, vous avez les polices fédérales, et puis vous avez américaines. Un petit peu partout. Par exemple, vous avez un campus, vous avez une police de l'université qui a d'ailleurs les compétences totales, qui peut aussi faire du trafic de drogue ou enquêter sur des affaires d'homicide. C'est donc extrêmement compliqué d'arriver à avoir le bon interlocuteur au bon moment. Il faut de la patience, il faut de la connaissance. C'est ça. Voilà. Pierre Conessa, excusez-moi de basculer sur ma question des migrants, mais c'est une polémique qui est sur les épaules d'Angela Merkel, parce que l'AfD, le parti d'extrême droite,
a immédiatement expliqué que c'est mort, les morts du marché de Noël, c'était les morts d'Angela Merkel. À l'Assemblée nationale, des critiques ont fusé, on l'a entendu tout à l'heure dans le sujet, sur cette arrivée massive de migrants, de réfugiés. Est-ce que ce débat doit être posé sur la table? Est-ce qu'à l'intérieur de ces colonnes d'hommes, de femmes en souffrance, effectivement, il peut y avoir des terroristes qui s'infiltrent et qui viennent dormir dans des grands pays comme l'Allemagne, par exemple, ou la France? Oui, bien sûr. De toute façon, c'était une stratégie que Daesh a mis en place déjà depuis assez longtemps. On vient de découvrir que Razani, vous savez, le type du Thalys, était effectivement arrivé dans le même avion, dans le même train qu'Abaoud. Donc, on sait que c'était quelqu'un qu'on croyait être un loup solitaire qui avait décidé de prendre une Kalachnikov, qui est arrivé en fait avec suffisamment de cartouches pour tuer la moitié du train. Donc, on est effectivement sur des choses qui sont planifiées par Daesh. Maintenant, poser la question des migrants comme une totalité est idiote. Moi, je crois qu'il faut d'abord la poser comme une question politique, ensuite comme une question juridique. Moi, il y a toujours quelque chose qui me choque, c'est que nous soyons, nous, confrontés à un flot de migrants et que les pays du Golfe considèrent que ce ne sont pas des réfugiés. Puisqu'ils n'ont pas signé les conventions internationales, donc ils font le tri. Ça nous choque, mais il faut quand même le rappeler politiquement. L'Arabie Saoudite, vous imaginez bien, n'accueille pas de réfugiés yazidis ni de réfugiés chrétiens. Oui, c'est en fonction de, évidemment. Les pays qui ont de l'argent et de l'espace n'accueillent moins de réfugiés que nous. Donc il faudrait peut-être le poser à un niveau diplomatique. La question juridique, c'est effectivement la question du droit d'asile. Le droit d'asile a été conçu juridiquement dans l'après-guerre. D'abord parce qu'on avait tous la responsabilité des Juifs apatrides que Hitler avait rendu apatrides, et surtout après-guerre pour accueillir les réfusniks, c'est-à-dire des gens qui étaient des combattants de la liberté parce qu'ils opposaient au système communiste. Aujourd'hui, à partir des années 80, on a commencé à accueillir en statut de réfugiés politiques des gens qui étaient accusés parfois chez eux d'avoir fait des attentats terroristes et qu'on refusait d'expulser parce qu'ils risquaient d'être torturés ou condamnés à mort sur place. Donc la complexité du statut de réfugié politique. Absolument. Et donc on est sur quelque chose qui est une réflexion qu'il faut mener au niveau des parlementaires, parce que regardez le cas d'Olivier Corel. Franco-syrien, donc c'est pas un franco-algérien, c'est un franco-syrien. Il a le statut de réfugié politique, il arrive ici, il a l'intelligence de changer de nom, parce que c'est pas son vrai nom. Aujourd'hui, il a la nationalité française. Or, la cellule d'Artigat qu'il a dirigée est celle qui a accueilli la quasi-totalité des terroristes qui ont ensuite commis des attentats sur la France. Je commence à trouver, si vous voulez, qu'il y a peut-être quelque chose à changer dans notre manière d'examiner les réfugiés politiques. Pascal Popelin, la question des réfugiés, il y a un débat politique, parce que vos électeurs vont vous interroger, vous êtes sur le terrain, ils vont s'interroger, puis il y a un débat de principe sur les valeurs de la France, sur ses valeurs d'accueil. Comment concilier les deux dans un climat où la question est posée en Allemagne? La première chose qu'il faut dire d'abord, c'est que la France n'a pas fait dans cette affaire très clairement le même choix politique que l'Allemagne. L'Allemagne a accueilli sur les 2 dernières années 800 000 à peu près. On sait réfugiés, la France est autour de 40 000. Bon, et la France était moins attractive. Je me rappelle des bus de l'OFPRA où oui, mais réfugiés ne voulaient pas monter. Il y a eu aussi, on en a fait. Moi, j'ai le souvenir parce qu'on en a fait parmi certains de mes amis politiques le reproche à Manuel Valls à l'époque d'avoir dit qu'il était imprudent d'ouvrir portes et fenêtres. C'est vrai, il y a eu un débat à l'Assemblée. Ainsi. Bon, il ne s'agit pas d'être dans la négation de cette tradition française qui est l'exil. Il s'agit de faire les choses avec discernement. À la fois, la France a agi pour que l'Union européenne répartisse. Les quotas, 30 000 en France, 29 000. Voilà. Et d'autre part, nous avons réformé la procédure d'asile qui posait, nonobstant la question des migrants venant de la zone syro-irakienne, j'y arrive jamais, parce que, y compris sur les autres demandes d'asile, j'allais dire de droit commun, les 20 000 qu'on avait à peu près en France, on était dans une situation où les procédures d'instruction et de recours étaient tellement longues, 2 ans, on est passé à 9 mois, on se trouvait dans des situations où après, on avait des enfants qui étaient nés sur place, des scolarisés. Et alors là, vous nous dites quand même ce soir que, à travers Manuel Valls, qui parlait de fermeté, qui était quand même un Premier ministre très ferme sur ces questions, on a moins ouvert les portes que l'Allemagne. L'Allemagne, on se souvient de ces images en 2015. Les chiffres sont là. Et alors, il faut aussi reconnaître qu'ils voulaient plus aller en Allemagne qu'ils ne voulaient aller en France. Oui. De même que le problème qu'on avait à Calais, c'est parce qu'ils voulaient plus aller en Angleterre ou ailleurs que de rester en France. La France est finalement, contrairement à ce discours latent de l'extrême droite, relayé parfois, la France est assez peu attractive par rapport à ce qu'elle propose
aux gens qui ont l'asile ou qui sont en situation d'immigration. Donc vous nous dites ce soir que l'Allemagne est un peu victime de sa politique d'accueil massif des réfugiés, c'est ce que j'entends. Vous me posez des questions, je réponds. Non mais j'essaie de la prendre à l'envers. Je refuse de faire ce type de lien, parce que de toute façon, vous auriez pris 40 000 personnes, vous pouvez en avoir 10 dedans. Voilà. Donc, je crois qu'il faut... L'idée de se dire que vous fermez, vous claquemurez un pays, que vous n'avez personne qui rentre, c'est juste... Non mais c'est un débat qui sera posé politiquement. C'est pas la vérité. Oui, mais le problème, la droite est vent debout. Certains à l'extrême droite en France le disent. On va poser le débat nationalement. Or le problème il n'est pas national, parce que ceux qui arrivent en Allemagne, ils viennent en France, on en a retrouvé à Calais. Je veux dire, on est dans un fonctionnement ensuite européen, et il n'y a pas d'étanchéité des frontières entre les pays européens. Donc si l'Allemagne accueille énormément de réfugiés, ces réfugiés, ils ont tout loisir ensuite de venir en France. Donc à un moment donné, il faut aussi que ce problème des réfugiés, il soit traité sur un plan européen et qu'il y ait des politiques qui soient les mêmes dans chaque pays. Autrement, ça sert strictement à rien. On peut prendre les mesures qu'on veut, faire les annonces qu'on veut, ça sert certainement en politique intérieure, mais ça ne change pas le problème. Et c'est un débat politique, c'est aussi un débat concret pour les policiers sur le terrain. C'est un débat politique, mais concrètement pour les policiers sur le terrain, on ne réglera pas ou réglera pas. Moi, mon problème, c'est pas de dire s'il faut fermer les frontières françaises ou pas fermer les frontières françaises, c'est de dire qu'on ne peut pas fermer toutes les frontières françaises avec nos voisins européens. C'est physiquement pas possible. Je pense que économiquement, ça poserait d'énormes problèmes. Plus personne n'acceptera de passer 3 heures à la frontière pour voir la barrière se lever. Donc à partir de là, comme les entrées en Europe se font par l'Italie, se font par la voie au niveau de l'Allemagne, par la Grèce, via la direction de la Hongrie, l'Allemagne, etc., par l'Italie, et qu'ils peuvent éventuellement rentrer en France. C'est-à-dire, on peut fermer tout ce qu'on veut au niveau des aéroports, des ports. Si un commando arrive par l'Italie, se mêle à des migrants, arrive par la Grèce, comme visiblement ça a été le cas, je crois que c'était à Baoud, je parle sous votre contrôle, et par les pays frontaliers qui redescendent par la Belgique. En Autriche. Les décisions françaises, Frédéric Pechnard, je vous entends sur cette question des migrants, des réfugiés et leur accueil. Et d'ailleurs, si on a su qu'ils étaient passés par la Grèce, c'est parce que les Grecs ont fait à peu près correctement leur boulot. Les hotspots, voilà. Je crois que les hotspots où on a pris leurs empreintes digitales, etc. Avec fausse identité, parce qu'en fait le débat est aussi là. Oui, mais une fois qu'on a les empreintes, ça permet de les comparer. Bien sûr, il y avait des faux, mais ça c'est toujours difficile à détecter. Moi, ce que je pense, c'est que j'ai été frappé à Paris, je suis aussi élu parisien dans le 17e arrondissement. Il y a quand même un afflux de migrants absolument considérable. Ça fait 30 fois que le préfet de police, cette année, 30 fois, je parle sous le contrôle de Nicolas, évacue un gigantesque squat, une espèce de favelas à ciel ouvert au métro Stalingrad. Ces gens-là sont répartis ensuite, et j'en ai accueilli avec le maire du 17e dans un gymnase du 17e. Donc j'ai été les voir, pas un Syrien. Pas un Syrien, pas un Irakien, des Érythréens, des Soudanais, des Africains. Donc des gens qui n'ont pas forcément vocation à être reconnus comme des réfugiés politiques ou des réfugiés de guerre. Voilà. Donc on a un problème. Encore que l'Érythrée reste un pays on a un problème, tension. Mais faut savoir de quoi on parle. On a un problème de nombre, on a un problème de visibilité, on a un problème d'accueil. Et puis comme le disait très justement Nicolas, quelqu'un qui a l'asile politique en Allemagne, il a l'asile politique en France. Il peut venir en France, il peut venir partout. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué. Pour être tout à fait, c'est complexe. C'est complexe, mais je crois que la pire des solutions, ça consiste quand même à ne rien faire et à subir. Et l'impression que ça donne, en tout cas à Paris, parce que moi je le vois au quotidien, c'est que tous les jours, il y a des gens qui arrivent, tous les jours, donc on vide la mer avec une petite cuillère. Essayent de faire quelque chose, mais finalement, et d'ailleurs de la même façon, la façon dont on a démantelé le camp de Calais, pour moi, n'est pas satisfaisant, parce que tous les gens qui étaient à Calais, alors avoir construit un camp à Calais, par définition, c'est un appel d'air, donc on est passé de 800 000 migrants à 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois plus, enfin on ne va pas chipoter sur les chiffres, ça a fait un appel d'air, et après, quand on a voulu le démanteler, ce qui a d'ailleurs été quelque chose qui est évidemment assez difficile, parce que quand il y a une absentification, c'est toujours difficile, finalement, on a réparti les migrants sur l'ensemble du territoire. Donc ce sont des gens qui initialement voulaient partir en Angleterre. Il n'y a pas de solution en même temps. Et qu'on va réussir à implanter définitivement dans le Puy-de-Dôme. Pascal Poplin, un mot. On ne fait pas le débat sur Calais, on va entendre Bernard Cazeneuve. Non, mais je veux simplement dire mais cette question des réfugiés est un débat politique. Il y a un point d'accord que j'ai avec Frédéric Pechnard là-dessus, c'est que c'est un problème complexe et que les raisonnements simplistes ne collent pas avec la réalité. C'était pas la première fois qu'on démantelait le camp. Quand même, sur Calais,
Enfin, moi, je me souviens de 2003 et du démantèlement, soi-disant, de Sangatte, et on a vu le résultat. Du hangar de la Croix-Rouge, c'est Nicolas Sarkozy qui était aux manettes. De ce point de vue-là, il faut un petit peu d'humilité parce que c'est quelque chose d'assez efficace. La manière dont je l'ai vécu comme policier. Il y a 4000 personnes qui sont parties en Angleterre, tel que Nicolas Sarkozy a négocié avec les Anglais. 4000 personnes sont parties en Angleterre. Mais là, je veux dire, et quand vous dites, il y a eu des mineurs, il y a des gens qui arrivent, et effectivement, il y a des actions qui sont menées pour que, et vous les avez cités, pour que ces camps soient démantelés. Mais je voudrais quand même dire aussi, pour que parce que les Français se disent, mais comment on fait concrètement pour essayer de savoir si à l'intérieur de ces réfugiés, il y a des terroristes? Si on essaie de faire croire qu'on peut fermer les frontières, c'est simplement des histoires. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est certains le revendiquent, oui, mais simplement, quand on revendique quelque chose qu'on ne peut pas faire, ça s'appelle prendre les électeurs pour des gogos. La réalité, par contre, de ce qui existe, voilà, il y a un contrôle ce soir aux frontières. C'est que depuis le mois de novembre 2015, d'ailleurs quelques jours avant les attentats du Bataclan et autres, il y avait eu une décision en préparation de la COP21 qui a été de rétablir les contrôles aux frontières. Pour donner simplement une idée de ce que ça représente, c'est 80 millions de contrôles qui ont été effectués. Les policiers en savent quelque chose, même s'ils ne sont pas les seuls sur la brèche par rapport à cette question. Et c'est 50 000 personnes qui ont été refusées d'accès au territoire depuis que cette décision a été prise. Mais après, quand on sait que, par exemple, sur la seule frontière septentrionale de la France, c'est-à-dire le Nord, on a 1000 points de passage, imaginez qu'on va y mettre des miradors et des barbelés, même si certains en ont la nostalgie, ils prennent les Français... Ça s'appelait des douaniers. Non. Mais ça n'a jamais empêché les douaniers, ça n'a jamais empêché de passer. D'accord. Pierre Conessa, vous me laissez... Écoutez ce qu'a dit Bernard Cazeneuve, vous allez voir et vous allez réagir juste après. Il était dans l'hémicycle interrogé aujourd'hui par un député de l'opposition. Écoutez sa réponse, on est au cœur du sujet sur cette question européenne, sur la question des frontières. Écoutez le Premier ministre. Il y a en France, en disponibilité quotidienne, je parle sous le contrôle du ministre de l'Intérieur, 103 unités de force mobile. Aujourd'hui, sur ces 103 unités de force mobile, vous en avez près de 80 qui sont mobilisées sur la lutte antiterroriste pour assurer la sécurité des grands événements dans les villes et pour assurer aussi la sécurité aux frontières, qui est une condition de la protection de notre pays contre la menace terroriste. Pierre Conessa, il y a quand même cette volonté du Premier ministre d'expliquer que les moyens sont là, on renforce les moyens, on met le moyen, si ce n'est que le chef d'état-major des armées dans les Échos aujourd'hui, alors qui s'occupe du parti militaire, dit qu'il faut en donner plus à l'armée, il faut développer les budgets militaires parce qu'on ne va pas y arriver, la menace est forte. Deux choses. D'abord, pour nos auditeurs, quand la chancelière Angela Merkel a annoncé qu'elle prendrait 1 million de réfugiés, l'Arabie Saoudite a fait une offre. Pas de prendre des réfugiés, de construire 200 mosquées en Allemagne. C'est vous dire à peu près le cynisme dans lequel on est installé au plan international. Sur la partie qui est annoncée aujourd'hui, moi je pense personnellement que la guerre est passée ici, elle n'est plus là-bas. En 18 mois, nous avons eu 240 morts et 900 blessés et on n'a aucun soldat tué sur le théâtre syrien. Pour une raison très simple, c'est que les stratèges de Daesh sont extraordinairement intelligents. Ils ont bien compris que notre point de faiblesse c'était ici, qu'il fallait renverser tous les concepts avec lesquels on a développé notre système d'armée. Et à la différence du chef d'état-major des armées, moi j'ai tendance à penser que le terrorisme, on ne le combat pas avec des rafales, on le combat avec des policiers. Donc paradoxalement, c'est thématiquement beaucoup plus payant de dire on va augmenter le budget de la défense. Mais tant qu'on a un concept de projection de force, c'est-à-dire de faire la guerre chez les autres, on aura la guerre et ici. Sur notre territoire. Moi, j'aurais tendance à penser le contraire. Donc, je ne suis pas élu, donc je le dis en toute indépendance. Sur cette question des réfugiés, elle fait écho à ce que vous dites. Il faut plus de policiers, il faut du renseignement. Sur la partie technique, comment on fait pour s'approcher au plus près de ces réfugiés? Parce que certains sont en grande souffrance, d'autres sont en attente de papier, puis certains sont des terroristes. Comment on fait techniquement? Là, je m'adresse aux policiers, je m'adresse aux gens qui travaillent. On fait du renseignement. Du renseignement, c'est ça. Donc il faut s'approcher d'eux très près. J'imagine qu'on le fait sur le territoire et qu'on le fait hors du territoire. Moi, je pose une question très naïve. Très bien. Frédéric Pechnard. Il y a deux choses à faire. Il y a deux choses à faire. Évidemment, faire du renseignement, ça signifie qu'il faut suivre ces communautés, il faut suivre les endroits où les gens sont, il faut infiltrer des gens, il faut laisser des écoutes, enfin bref, du travail de renseignement. Et puis par ailleurs, je crois qu'il faut vraiment miser sur tout ce qui est biométrie, la police technique et scientifique pour avoir un maximum d'identification. Le problème, c'est que vous avez des gens qui changent 4 ou 5 fois de... Parce que ce qui est le cas d'ailleurs le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est quand même de savoir comment
on va identifier parmi un flux de migrants que nous devons, syriens par exemple, que nous devons accueillir, quels sont ceux qui vont nous poser un problème. Bien. Donc on a toute légitimité pour faire des contrôles qui soient assez sérieux et assez stricts. Ça ne veut pas dire ne pas les accueillir, ça ne veut pas dire ne pas leur donner pour ceux qui doivent l'avoir le statut de réfugié politique, ça veut dire trier efficacement, si j'ose dire, le bon grain de l'ivraie. Et pour ça, il faut impérativement qu'on ait recours à tout ce que la biométrie peut nous donner. Donc nous avons l'ADN, nous avons l'empreinte digitale, nous avons la reconnaissance faciale, c'est la technologie. Or, la technologie, c'est quand même quelque chose, et notamment l'investissement en technologie, c'est quand même quelque chose qui manque un petit peu. Le ministère de l'Intérieur, 80%, un peu plus de 80% du budget de la police nationale, c'est la masse salariale. Ce qui fait que... Alors, c'est très important, les hommes, je ne vais pas du tout dire le contraire. Je suis d'accord. Oui, vous avez un responsable d'un syndicat, Frédéric Pechner. Il n'en demeure pas... Oui, mais pour que les hommes travaillent bien, il faut aussi qu'ils soient correctement équipés et savoir quelle mission on veut leur donner. Quand vous faites garder à des policiers des portes cochères, des entrées d'immeubles, alors rapidement vous les démobilisez et ça coûte énormément d'argent et surtout ça coûte... Enfin, tous les policiers... On fait une prestation de service public à des sociétés privées pour faire ces travaux-là. Moi, je pense que... Et on met les policiers sur de la mission de police. Absolument. Bien sûr. Non, mais nous avons concret, voilà. Alors, depuis Corps et Carrières, 2004, nous avons élevé considérablement le niveau de nos policiers. Moi, j'ai été 30 ans policier, je suis entré à la police en 1981. Un gardien de la paix, c'était quelqu'un qui avait vocation à rester en uniforme, à faire du maintien de l'ordre et de la police secours. Aujourd'hui, un gardien de la paix, c'est quelqu'un qui est recruté avec le bac, avec un concours qui est très difficile parce qu'il y a énormément de candidats et qui a vocation à être officier de police judiciaire ou agent de renseignement. Donc, à faire une carrière. Certainement pas à garder une porte. Donc oui, il faut sous-traiter, il faut arrêter de faire que la police fasse son boulot. Voilà. Pour que les policiers et les gendarmes fassent leur métier. Voilà. Pierre Conessa, un mot bien sûr sur la légitime défense, parce que c'est vraiment connexe avec le débat qu'on a ce soir. Sur le travail d'infiltration sur une communauté aussi hétérogène que celle qui arrive, extrêmement difficile. Par contre, l'attentat de novembre nous a montré l'importance de la personne qui fournit le renseignement. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de statut pour la personne qui doit conserver l'anonymat quand elle dénonce une de ces cellules salafistes, puisque c'est comme ça qu'on a été si vite. Faites référence à un débat d'une femme. La célèbre Sonia qui a annoncé. On l'a mis en œuvre dans la loi du 3 juin. Oui, mais cette femme a été, comme on dit, cramée en fait. Juridique qu'il faut effectivement régler assez vite. Et parce que, encore une fois, il est réglé par le droit. Certes, mais enfin le problème se repose. Les Allemands aujourd'hui offrent 100 000 euros pour avoir effectivement des informations. Ce sont des problèmes qu'on va débattre juridiquement, mais qui sont absolument essentiels à résoudre très vite. C'est le seul moyen de compenser cette absence de capacité d'infiltration de gens qui ne parleront pas le somali, le swahili. Oui, un débat sur la langue, la culture. Ouais. Il faut pouvoir avoir des hommes qui sont capables. On a aussi recruté beaucoup de spécialistes dans la police. C'est d'ailleurs un des problèmes, parce qu'on a recréé des postes dans la police nationale qu'on ne voit pas sur le terrain, parce qu'il y avait aussi d'immenses besoins en termes de spécialistes informatiques, de spécialistes de langue rare, etc. Travail d'écoute, travail d'informatique. Et c'est la sécurité de voie publique qui reste le parent pauvre. Parce que, moi je sais, hein, dans ma circonscription, je ne les vois pas arriver les postes que je vote. Je les demande aux ministres. Mais ils sont dans des bureaux en train d'essayer de chercher de l'info. Oui, ils sont et dans le renseignement, ce qu'il a fallu. Alors, on a pris, pour renforcer rapidement les services de renseignement, on a pris des policiers déjà existants, formés, expérimentés, qui ont quitté la sécurité publique pour aller dans le renseignement. La protection des personnes. Le besoin en protection de personnalité a explosé. Donc là aussi, il a fallu mettre rapidement des fonctionnaires en plus. Et effectivement, c'est les services de voie publique qui sont les parents pauvres. Alors regardez celui de Céline Martel, je donne la parole après Pierre Conessa sur cette question de la légitime défense. C'était une des revendications de ce long mouvement de protestation des policiers. Ils avaient réclamé une modification de cette question liée à la légitime défense qui n'était pas alignée sur celle des gendarmes, qui est un débat évidemment important. Regardez ce sujet de Céline Martel pour y voir un peu plus clair. Ce texte a été présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Bernard Cazeneuve l'avait promis, Bruno Le Roux l'a présenté aujourd'hui. Un projet de loi pour assouplir les règles de légitime défense des policiers. C'était l'une de leurs principales revendications lors des manifestations de cet automne, après l'agression de 4 de leurs collègues à Véry-Châtillon. Aujourd'hui, pour être considéré en état de légitime défense, la riposte d'un policier doit être nécessaire, proportionnée, simultanée, comme pour n'importe quel citoyen. Avec cette réforme, le gouvernement entend donner un régime commun d'usage des armes pour les policiers et les gendarmes. Le texte doit aussi renforcer les sanctions pour outrage à agent. La peine maximale doit passer de 6 mois à 1 an d'emprisonnement. L'amende encourue irait jusqu'à 15 000 €, avec des peines encore plus lourdes pour les faits commis en réunion. Enfin, une mesure pour préserver l'anonymat des enquêteurs.
Le projet de loi devrait élargir les conditions dans lesquelles ils peuvent être identifiés uniquement par leur numéro de matricule. Des mesures bien accueillies par les députés. Ça va dans le bon sens, mais ça ne suffit pas de dire légitime défense, il faut aussi leur donner les moyens de s'entraîner. On sait très bien qu'on n'a pas toujours les capacités de proposer à nos hommes, à nos femmes, policiers et gendarmes, les créneaux suffisants pour qu'ils puissent s'entraîner. Donc au-delà du texte, il faut les moyens. Effectivement, de répondre à des interrogations des policiers de leur syndicat. C'était un engagement qui avait été pris par Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Il est assumé par Bernard Cazeneuve, Premier ministre. Ça me paraît tout à fait logique. Le texte sera discuté à l'Assemblée nationale en début d'année. Le gouvernement veut aller vite. Il a choisi la procédure accélérée. Alors Nicolas Comte, évidemment je m'adresse à mes trois autres invités, mais il y a un débat quand même chez les magistrats, chez les juristes qui disent mais finalement on risque d'avoir des débordements, des dérapages. Certains évoquent même le permis de tuer. Les policiers finalement auraient une arme dont ils pourraient se servir avec trop de liberté. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que vous ce soir vous êtes satisfait? Alors c'est un projet de loi présenté en Conseil des ministres et puis sera débattu à l'Assemblée, donc amendé et travaillé par les députés. Mais l'esprit, ça vous convient? Oui, l'esprit, ça nous convient, même si ça ne résout pas tout. Mais de toute façon, on ne peut pas trouver un texte de loi sur l'emploi des armes qui résolve tous les problèmes. Ça permettra certainement, dans un certain nombre de cas, de sortir des ambiguïtés et ça distingue le policier du reste de ses concitoyens. C'est très important. Parce qu'auparavant, il était comme un citoyen. Oui, la légitime défense. Tout le monde peut se retrouver confronté à de la légitime défense. Mais si vous vous retrouvez confronté à de la légitime défense, ce sera par accident. Le policier, de par son statut, il a l'obligation de se mettre dans des situations où il peut être amené à devoir utiliser son arme. Donc il faut que cette obligation qu'il a, elle soit prise en considération dans l'usage de cette arme et qu'ensuite on lui donne la sécurisation juridique d'accomplir la mission qu'on lui confie. Alors encore une fois, ça ne résout pas tout, c'est absolument pas bien évidemment un permis de tuer, ça permet d'ailleurs de mettre la police et la gendarmerie avec des mêmes règles et d'autre part, ça se base sur ce qui se passe dans beaucoup de pays européens qui ne sont pas des dictatures. Pascal Popelin, il y a Jean-Pierre Mignard qui est toujours proche d'ailleurs de François Hollande, qui dans Témoignage chrétien explique qu'il serait dangereux de céder à cette nouvelle loi. Il ne faudrait pas s'étonner si des événements comme ceux des États-Unis ont lieu, de nombreuses bavures policières, explique-t-il. Donc voilà, ça Jean-Pierre Mignard qui est avocat. Vous avez dit la même chose pour le port d'armes en permanence. Moi je pense qu'il faut se garder... C'est un procès d'intention. Non, moi je pense qu'il faut se garder des excès de tous côtés. Quelle est la réalité aujourd'hui? Certes, dans le droit, parce que historiquement les gendarmes militaires dépendaient du code de la défense alors que les policiers dépendaient du code pénal, il y a une différence dans la doctrine. Mais dans la réalité des faits, ce que les gendarmes peuvent théoriquement faire avec la loi qui date de 1903, ils ne le font pas parce que la jurisprudence a évolué. Et par contre, les policiers qui sont très contraints ont des possibilités dans la réalité de faire davantage que ce que la loi permet. Donc ce système-là, il faut le mettre à plat. Il faut que ce soit la même chose pour tout le monde. Le Conseil d'État, dans son avis, a dit d'ailleurs que c'était une bonne idée parce qu'il y a eu le rapprochement police-gendarmerie qui a été effectué logiquement à partir de 2009. Et donc ce qui va être fait, c'est quelque chose qui a vocation à être le plus clair, le plus net possible, en total respect de tout ce que la Cour européenne des droits de l'homme a pu juger en termes de jurisprudence, ainsi que la Cour de cassation, pour que tout le monde soit, c'est-à-dire non seulement les policiers, les gendarmes, mais également les douaniers et les militaires qui sont en opération sur le territoire national. Donc c'est un plus pour lutter contre le terrorisme. Je pense que c'est essentiellement une clarification, mais ça n'est ni le permis de tuer que redoutent certains, ni le cataplasme sur une jambe de bois que ceux qui peut-être voudraient le permis de tuer justement considèrent. Donc c'est, je pense, quelque chose de relativement équilibré. On verra à l'usage parce qu'il faut être humble par rapport à ces questions-là. Quand on veut écrire dans la loi, et c'est normal dans une démocratie, anticiper des situations auxquelles sont confrontés sur le terrain les policiers, bon, on n'a pas la prétention de pouvoir tout prévoir. Et je le dis par ailleurs, de toute manière, les policiers, dans une démocratie, les policiers, les gendarmes, devront toujours rendre des comptes sur la manière dont ils ont utilisé les prérogatives légitimes dont ils disposent et pour lesquelles ils doivent travailler en toute sécurité. Un mot, et puis on verra un comparatif. D'utiliser une expression comme permis de tuer. Si vous voulez tuer quelqu'un en toute impunité, vous prenez le volant de votre voiture. C'est beaucoup plus simple et effectivement, vous n'êtes même pas poursuivi. Moi, je voudrais attirer l'attention de nos législateurs sur un point important. Je reviens sur la statut du repenti. On va avoir des retours de Syrie aujourd'hui. Il y aura 3 catégories. Il y a celui qui va vous dire qu'il est allé là-bas pour des actions humanitaires. Il n'y a rien d'appel à l'humanitaire dans la propagande de Daesh. Je le dis pour les enquêteurs, il n'y a rien.
Venez combattre, c'est tout. Bon. La deuxième chose, c'est ceux qui vont revenir en disant je suis repenti et je suis prêt à vous livrer des choses. Et cela, le statut le cas du d'Ivarch, le Breton, qui s'est fait arrêter en Turquie, et a dit je veux revenir. Oui, mais celui-là, il faut lui, s'il il est capable de nous fournir des éléments qui permettent de démonter ces cellules salafistes qui sont sur le territoire. Effectivement, celui-là, il faut imaginer un statut du repenti qui sera exactement comme l'ont fait les Italiens d'autres temps. Et ils ont été diablement critiqués, rappelez-vous, pour lutter contre la mafia. Et puis il y a tous les autres qui, effectivement, ceux-là, ça va être un tri beaucoup plus compliqué parce que ceux-là, ils reviennent avec l'intention de faire des attentats. Et ce vide juridique de celui du repenti comparable à ce qu'on a eu en Italie, c'est-à-dire quelqu'un qui va parler, qui va donner des informations. Et nous aider à arrêter des cellules. Juste d'une phrase à ce détail près que je n'ai pas rencontré beaucoup des vrais repentis. Parce qu'il y a des repentis de façade. Moi, je suis allé à Fresnes. Ex-cellule qui regroupait. Il y avait à l'époque. Qui était démantelée. Voilà. Bon. Et effectivement, on peut ressortir convaincu que le gars est totalement repenti. Et puis après, on discute avec les gens qui suivent ça de près. Et il y a quelques faits qui démontrent que. Non, mais entre la il joue à double jeu. Il pourrait jouer à double jeu. Du statut, c'est qu'ils fournissent des informations. C'est pas qu'ils disent j'en ai terminé avec le salafisme. Ouais. C'est quand même ça. Pechnard, il y a deux sujets en un. D'abord, l'ancien patron de la police sur cette question de la légitime défense. C'était une revendication des policiers de longue date, cette question, parce que on va voir deux cas. Il y a l'affaire Rémi Fraisse, c'est un journal qui évoque ce cas. Dans le cas de Rémi Fraisse, le gendarme mobile qui a envoyé cette grenade, lui, il est témoin assisté, si on peut réussir à le voir. Voilà, ça c'était le 15 septembre, ça c'est Laurent Théron dans la manif contre la loi travail. Lui est éborgné par l'explosion d'une grenade de désenclavement. Et la qualification criminelle des faits est reconnue par le parquet. Donc ça, c'était un point important. Et lui est mis en examen, donc pénalement, c'est embêtant. En revanche, et Rémi Fraisse, lui, est tué à Sivins, et le gendarme est responsable, considéré comme habilité. Donc il avait l'habilitation de le faire. Mais lui est sous statut de témoin assisté. Donc est-ce que ça va permettre aussi de régler ces questions-là? Rien à voir. Strictement rien à voir. Je ne vois pas parce que, par définition, les juges d'instruction ne sont pas les mêmes. Les modalités, la façon dont ça s'est passé, c'est pas les mêmes, et les enquêtes donnent nécessairement. En plus, on est sur des opérations de maintien de l'ordre, donc avec des armes qui sont spécifiques, qui sont des armes non létales, sur lesquelles il y a des conditions d'emploi très précises. On n'est pas sur l'emploi de la force armée. Sur le deuxième sujet, sur la légitime défense. Légitime défense, voilà. Moi, je pense que déjà, c'est plutôt. Je suis pas un fanatique du texte. Je trouve qu'il est quand même plutôt pas mal. Voilà, je trouve que c'est bien d'avoir fait un texte qui harmonise. La gendarmerie est un partie intégrante du ministère intérieur depuis la loi de 2009. C'est bien que les gendarmes et les policiers qui, en fait, avec des statuts différents mais font exactement le même métier, eh bien, aient les mêmes conditions d'ouverture du feu. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, avoir une loi, c'est pour sécuriser les policiers. Or, je pense qu'ils ne sont pas tellement sécurisés dans la mesure où, ça nous est imposé par la législation européenne, mais dans la mesure où, pour pouvoir employer son arme, il va falloir derrière, impérativement, qu'il y ait une nécessité absolue et une proportionnalité. Et donc, par définition... La fameuse proportionnalité. Qui d'ailleurs me choque pas, mais par définition, au moment où le policier va tirer, il ne pourra jamais vraiment savoir s'il est ou pas dans le cadre d'ouverture. D'abord, il est pris dans le feu de l'action, j'imagine. C'est ça. Alors, je pense que c'est plutôt une bonne avancée. Voilà, objectivement, c'est plutôt un bon texte, c'est plutôt intelligent d'avoir fait, mais ça sera loin de résoudre tous les problèmes. Parce que le problème numéro 1, c'est pas tellement l'ouverture du feu, c'est que les policiers ont peur. Mais ils ont peur. Ils ont peur de tirer. Dans les 4 dernières années, je lisais un rapport qui avait été demandé à l'INES, le nombre de policiers victimes de violences, blessés, a augmenté de 16%. C'est quand même pas neutre. Donc on voit bien que les policiers aujourd'hui, ils ont peur. Ils ont peur pour tout un tas de raisons. Peut-être qu'il y a un manque d'autorité à un endroit donné. Peut-être qu'il y a eu un désarmement pénal. Ouais. Moi, je pense que la politique de Mme Taubira était extrêmement mauvaise. Mais concrètement sur quoi? Parce que ça, c'est la tarte à la crème qu'on entend. Concrètement. Je vais vous donner un exemple tout simple. La contrainte pénale. Oui. La création de la contrainte pénale, qui, psychologiquement, qui consiste à dire... psychologiquement. Bien sûr. Mais parce que combien de peines de contrainte pénale ont été prononcées? Est-ce que ça concerne les terroristes ou les criminels? De plus psychologique que la peur. Et quand vous êtes policier, vous êtes sur le terrain.
et vous êtes physiquement face à des gens qu'il va falloir arrêter, qui vont être dangereux. Donc vous avez peur. Et quel rapport avec la contrainte pénale? La contrainte pénale, c'est que c'est un signal qui est donné. Ah, c'est juste une question de signal, c'est une question d'image. Parce que dans la réalité, il y a eu très peu de peines de contrainte pénale qui ont été prononcées. Vous savez, quand vous supprimez les peines planchées, quand vous créez la contrainte... Qu'est-ce que ça a changé, les peines planchées? Ce qui a changé, c'est qu'il y a 16% de plus de policiers qui sont blessés et que les policiers sont... Mais ça, c'est un sophisme, ça. Pas du tout. En termes de raisonnement. Sont descendus dans la rue. C'est la première fois depuis 1958 que des policiers descendent dans la rue armés en dehors du cadre des syndicats. Ça veut donc dire que il y a un vrai problème chez les policiers. Et ce problème, c'est un problème d'inquiétude. Par exemple, pas d'hier ce problème. Et c'est pas la contrainte pénale et c'est pas la suppression des peines planchées. On va finir si vous voulez bien. Quand vous donnez comme signal, par exemple, d'arrêter la construction des places de prison, vous envoyez un mauvais signal aux policiers. Mais c'est inexact. Bien sûr, ça a repris. Il y avait un plan. Non, pas tout à fait. Puisqu'il y a quand même eu 6000 places de prison qui ont été faites et financées au cours de ce quinquennat. C'est très facile de partir en disant tournée générale et de partir sans payer l'addition. Et la réalité, c'est ce qui a été fait. Intervenez. D'ailleurs, c'est ce qui est fait avec la revalorisation des policiers. Qui reconnaît ça? Un mot et Nicolas Comte. En tant que citoyen français, je suis personnellement très choqué par la violence tolérée dans les manifestations publiques. Le fait loi El Khomri, par exemple. Par exemple, la manifestation contre la loi El Khomri, rappelez-vous l'hôpital de Necker. Dans la ZAD quand même de Nantes, il y a eu des bouteilles d'acide qui ont été jetées sur des policiers, des cocktails Molotov. Comment peut-on tolérer que dans une manifestation qui se veut pacifique, on ait laissé entrer des black blocs? Parce que ça, c'est un autre problème de radicalisation extrêmement violent, extrêmement organisé, qui passe pour l'essentiel par les réseaux sociaux pour provoquer des manifestations et des mobilisations dont la logique est de créer volontairement de la violence. Donc quand vous vous mettez à la peau d'un policier et qu'on vous explique que c'est une manifestation même contre la loi El Khomri et qu'elle dérive comme ça, il y a un problème de justice pénale derrière. C'est-à-dire qu'effectivement... Juste une question concrète. Ça ne se passerait pas aux États-Unis. Nicolas Comte, dans le cas concret qu'on évoque, il y a la ZAD, il y a des policiers. J'ai lu qu'auparavant, un policier, lorsqu'il pouvait utiliser son arme, avant que cette loi, puisque cette loi sera débattue, il fallait qu'il soit contre un mur, qu'il soit acculé contre un mur, et à ce moment-là, il pouvait sortir son arme et tirer. Non, mais donnez-nous des cas concrets. Il ne faut pas caricaturer. Alors, je mets de côté la ZAD. Écoutez, moi j'ai entendu un policier qui témoignait, qui dit on m'a foncé dessus, la voiture, je n'avais pas de mur, j'ai dû me sortir, rouler par terre, je n'ai pas pu tirer. Non, mais je vais juste essayer de comprendre. Je ne remets pas en question le témoignage d'un collègue sur ce qu'il a vécu. Non mais la légitime défense concrètement c'est un texte de droit. Donc à un moment donné, effectivement, on ne peut pas tirer sur un véhicule une fois qu'il est passé. Ça c'était un peu problématique. On a des collègues qui ont pu avoir des soucis parce que entre le moment où on sort son arme, le moment où on se dit je match toutes les cases pour être en légitime défense et le moment où on tire, l'action elle est extrêmement rapide. Le véhicule il a pu passer et si effectivement le tir fait que la personne qui est à l'intérieur du véhicule prend la balle sur le côté ou derrière la tête, le magistrat pourra considérer qu'il n'y a pas légitime défense. Parce qu'il a tiré plus ou moins dans le dos. Il fallait clarifier les choses. Et là, le texte va peut-être permettre de sortir de ces ambiguïtés-là. Maintenant, pour revenir par exemple à Viry-Châtillon, pour moi et pour beaucoup de magistrats avec qui j'ai pu en discuter, à Viry-Châtillon, la légitime défense, elle était constituée. Si mes collègues avaient eu l'occasion d'utiliser leur arme, ils l'auraient fait. Mais il faut changer un peu les mentalités. Moi, j'ai entendu, dans cette affaire de Viry-Châtillon, un élu qui s'est de bonne foi féliciter que les policiers n'aient pas tiré. Eh bien, moi, j'aurais préféré que mes collègues puissent tirer et ne soient pas brûlés. Donc à un moment donné aussi, il faut revoir différemment l'usage de l'arme. Il faut considérer qu'un policier, vous savez, c'est pas quelqu'un qui a envie de tirer sur tout le monde tous les jours. C'est quelqu'un qui a envie de défendre et de protéger ses concitoyens. Surtout la police française. Surtout la police française. Mais à un moment donné, il faut bien considérer... Donc il y avait une asymétrie entre le voleur et le policier. Les policiers confrontés à des actes d'agression, eh bien ils peuvent utiliser leur arme et ils peuvent être amenés à tuer l'agresseur. Et il faut aussi que la société l'accepte. Je ne prendrai pas des cas particuliers qui peuvent être encore... c'est une menace, donc c'est dangereux. Attention, c'est ça. D'une instruction, mais à un moment donné, quelqu'un qui est tué par la police, l'emploi de la force par le policier, c'était pas forcément illégitime. Ça a pu être légitime parce que les policiers, on leur donne une arme.
l'affaire Traoré, je la connais mal, mais on évoquait Civenne. Je veux dire, l'emploi d'une grenade par un gendarme mobile dans ces configurations-là, visiblement, ça semblait assez légitime. Donc c'est extrêmement dommageable et triste qu'il y ait quelqu'un qui ait perdu la vie, mais à un moment donné, s'il y a des armes, c'est aussi pour devoir quelquefois les utiliser. Pascal Poplin, là, c'est une clarification claire d'un patron de syndicat. Voilà, ce qui était le cas de ce type de grenade, on les a retirés de la dotation de gendarmerie, alors qu'elle n'était d'ailleurs pas en dotation dans la police. Rappelez-vous la bavure qui a suivi les attentats de Londres, c'est-à-dire au moment où on pensait que les kamikazes utilisaient des ceintures d'explosifs et donc en fait il y avait le risque que le type se fasse sauter. Il y a un policier qui a tiré à la tête, puisque l'instruction était tirée à la tête, sur un type qui était en fait un étudiant brésilien. Mais en même temps, dans l'ambiance qu'on imagine qui a suivi les attentats de Londres, on se rend compte de toute la difficulté de définir la légitime défense dans ce genre de... C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le législateur ne pourra jamais prétendre régler tous les problèmes. Hein, à chaque fois, c'est un cas particulier avec le policier. Mais on doit essayer de trouver. Je vous assure que parfois, c'est au mot près, à la virgule près. Ça se termine dans une commission mixte paritaire, puisqu'on a déjà eu l'expérience. On a déjà modifié la doctrine de l'emploi des armes dans la loi du 3 juin 2016 pour les périples meurtriers, tueries de masse. Et ben ça s'est terminé où le rapporteur au Sénat et moi-même, donc Michel Mercier, on était sur le coin de la table à essayer de trouver le terme juste qui allait pouvoir nous accorder et être surtout le plus efficace. Merci à vous quatre. Merci Frédéric Pechner d'être venu sur ce plateau. On viendra parler du repenti parce que vous avez ouvert un autre débat, Pierre Conessa, qui est la question du statut du repenti, qui est un vrai sujet dans le contexte dans lequel nous sommes. Merci à Pierre Conessa d'être venu sur ce plateau. Merci à Nicolas Comte. Merci à Pascal Poplin. Merci à vous quatre. Demain, on s'intéresse à un tout autre sujet qui est un sujet très concret sur nos centrales nucléaires avec des réacteurs qui marchent plus ou moins bien. Est-ce qu'on continue avec la filière nucléaire ou est-ce qu'on passe sur une énergie alternative? On aura ce débat sur ce plateau. Merci et à demain. Et merci à vous quatre. Question d'info présentée par Frédéric Aziza en partenariat avec l'AFP, Le Monde et France Info dans un instant. Santé au quotidien. Demain, tous allergiques, vous êtes d'accord? Tous, je ne pense pas, mais plus qu'aujourd'hui, c'est quasiment sûr. Recherche. Je peux retrouver des sensations plus humaines, comme par exemple la sensation de taper sur mon ordinateur. Prévention. Je suis vraiment convaincue que le dépistage organisé sauve des vies et qu'il faut le faire. État de santé, présenté par Elisabeth Martichoux. Ce soir à 21h15.